Adieu la terre ferme, et à vous les paradis inaccessibles. Nous partons pour un voyage parfait, une croisière au rythme du vent et de la houle. Une expérience maritime unique, avec cette sensation incroyable de glisser et de voler sur la mer. Le temps d'un reportage, nous vous offrons une cabine à bord des 5 plus beaux et plus grands bateaux du monde. Cette croisière exceptionnelle commence au sud de la Turquie, au fond d'une baie sauvage. Nous avons rendez-vous à bord du Savarona, un ancien vapeur long de 136 mètres, construit en 1931 à Hambourg pour une richissime américaine. Son propriétaire est un armateur fortuné, M. Karaman. Et comme toujours, c'est un homme pressé. Il passe volontiers quelques heures sur son grand bateau blanc, un navire qu'il considère un peu comme un vaste salon flottant, une belle salle de réception qu'il loue de temps à autre à des clients fortunés. Sur le Savarona, le personnel est déjà au garde à vous. Mitin, le majordome, guette l'arrivée du patron. Savarona, c'est le nom d'une espèce de cygne qui vit en Afrique. Et si vous regardez bien la manière dont ce bateau a été dessiné, et si vous l'observez lorsqu'il navigue, vous verrez que c'est un bateau superbe. Quand on se promène autour des îles grecques, quand on longe la côte italienne ou la côte d'Azur, c'est très agréable de naviguer sur un tel navire. L'apparence extérieure de ce yacht est plutôt classique. Mais à l'intérieur, c'est un cocon très confortable. On y découvre un mélange d'antiquités, de traditions ottomanes, des tapis anciens, du mobilier historique et quelques sculptures des années 30. Sans oublier bien sûr l'incontournable touche de luxe. Quand j'ai reçu ce bateau il y a 16 ans de la part du gouvernement turc, il était en très mauvais état, une vraie épave. Le gouvernement de l'époque l'avait vendu à un chantier de démantèlement pour $6 000 seulement. J'ai alors appelé le président turc pour lui dire que c'était une honte de se débarrasser ainsi du navire d'Atatürk. Il était au courant de rien. Il a aussitôt appelé les grands généraux de la marine. Il a tout annulé et m'a envoyé le bateau. Je l'ai alors complètement refait dans mon chantier à Istanbul. Les travaux ont duré 2 ans et demi. Et puis au centre du Savarona se cache un petit musée dédié à la mémoire du président Atatürk. M. Karaman, comme beaucoup de ses compatriotes, voue un véritable culte au fondateur de la Turquie moderne, au point même de lui ressembler. Voici une de ses dernières photos. Elle a été prise à un moment où il allait un peu mieux. Et il peut avoir une conversation avec ses généraux sur le Savarona. 4 jours plus tard, ils l'ont transporté jusqu'à ce lit. Il lui faisait régulièrement des prises de sang. Vous pouvez d'ailleurs voir un peu de sang là sur la couverture du lit. Atatürk a dormi ici pendant une dizaine de jours. À cette époque, le Savarona marchait à la vapeur, ce qui provoquait une petite vibration à bord. Alors ils ont amarré l'un des sous-marins turcs à tribord et ils ont éteint les générateurs du bateau pour ne garder de l'électricité que dans cette chambre. Avant de mourir, Atatürk a dit à son médecin « Je n'ai jamais eu de jouet dans ma vie. Le Savarona est mon seul jouet, s'il vous plaît. Gardez-moi jusqu'au dernier moment sur le bateau. »
Une fois la chambre d'Atatürk fermée à clé, petite visite à travers le bateau qui fait la fierté de tout un peuple. Nous traversons d'abord une salle à manger immense, pour dîner diplomatique. Et puis un dédale de couloirs et de chambres. Un peu plus loin, une salle de bain précieuse. Et enfin, dans les anciennes cales du navire, une découverte inattendue. En sortant d'un ascenseur, une chaleur étouffante, celle des bains turcs du Savarona. Une pièce décorée avec 30 tonnes de marbre, du jamais vu sur ce type de grand yacht. Mais notre visite s'arrête là, car ce soir, monsieur et madame Karaman reçoivent à bord du Savarona. Leurs amis sont pour la plupart propriétaires des grands yachts qui mouillent dans la baie de Göcek. D'un rapide coup d'œil, madame traque le moindre détail qui pourrait nuire à la très bonne réputation du Savarona dans le tout petit univers du yachting de luxe. Ce que j'aime le plus, c'est le moment où nous entrons dans les ports avec ce yacht, et spécialement en Europe. Cela me plaît de voir l'admiration dans les yeux des gens qui regardent le Savarona. Ce bateau est tellement unique que tout le monde l'apprécie. Chaque année, nous nous rendons dans un endroit différent de Turquie. À cette occasion, les gens n'hésitent pas à faire la queue pendant des heures pour venir toucher les meubles de la chambre d'Atatürk. Respirer cette atmosphère si particulière. Ce bateau est vraiment vivant à mes yeux. Vous savez, j'ai construit l'un des plus grands yachts du monde, le Platinum. Maintenant, il s'appelle Dubaï. Eh bien, quand j'étais à bord, ce genre de bateau n'était à mes yeux qu'un simple navire à passagers. Il n'y avait aucune âme. Moi, je suis le propriétaire de ce bateau depuis 15 ans et je n'ai jamais dormi dans la chambre d'Atatürk. Toute la nuit, la sonocrage des décibels a réveillé toute la baie. La musique, très occidentale, surprendrait sans doute l'honorable Atatürk s'il était encore de ce monde. Le lendemain matin, il ne reste plus que l'équipage à bord. Les propriétaires se sont envolés vers Istanbul, où dans quelques semaines, le Savarona prendra ses quartiers d'hiver. Sur le pont supérieur, Metin, le majordome, profite de son temps libre pour prendre des nouvelles de sa fille. Cela fait 3 mois qu'il ne l'a pas vue. J'ai plein d'histoires à lui raconter. Lorsque je deviendrai vieux et qu'elle sera grande, je lui dirai où j'ai travaillé et je lui parlerai de tous ces endroits où je suis allé, des centaines d'escales. Ici, c'est la fin de ma carrière sur la mer. Après le Savarona, je ne travaillerai plus. Et je souhaite finir ma carrière sur le plus grand navire de luxe qui ne soit pas la propriété d'un roi ou d'une reine. J'ai vraiment plein d'anecdotes à lui raconter. Le Savarona, c'est vraiment une page d'histoire à lui tout seul. Il est déjà temps pour nous de quitter la silhouette majestueuse du Savarona pour retrouver un peu plus au nord de la Méditerranée un autre équipage.
Nous sommes à l'ancre quelque part au large des côtes croates. Le champagne coule à flot, il est presque 6 heures du soir. Les passagers du Royal Clipper, le plus grand voilier du monde, attendent la manœuvre. Une musique d'ambiance monte progressivement. La grande aventure va commencer. Ça souffle bien, hein? On va pouvoir naviguer. Ah, cette musique, vous savez, les gens sont fans de ce morceau. Ils adorent aussi les voiles, bien sûr. En quelques minutes seulement, 5000 mètres carrés de toile sont envoyés. C'est quand même plus agréable d'être sur un bateau en bois comme ça que sur une ville flottante américaine sur les gros bateaux énormes. Quand même plus beau, hein? Non? En chair de poule. Liberté, c'est génial, c'est calme. C'est un rêve à réaliser. À la passerelle du Royal Clipper, le gigantesque 5 mâts, il y a un homme qui fait la pluie et le beau temps, seul maître à bord, le capitaine Sergueï. Le plus beau moment de la journée, c'est bien sûr lorsque nous levons l'ancre. Nous hissons les voiles avec cette musique, le soleil descend à l'horizon. Quand vous êtes sur le pont extérieur, vous vous sentez vraiment très proche de Mère Nature. C'est un sentiment très profond. Moi, j'ai des certificats de navigation internationaux. Je pourrais commander n'importe quel cargo. Pour moi, cela ne pose aucun problème. La première raison pour laquelle je suis à bord, c'est que j'aime naviguer à la voile. Et puis bien sûr, je me sens transporté, non pas un siècle en arrière, mais 5 siècles en arrière, à l'époque de Christophe Colomb. Parfois, je me sens dans sa peau, vous savez, lorsque nous avons toutes nos voiles. Qu'est-ce qui change finalement? 500 ans, cela n'est rien pour Mère Nature. À l'origine de ce nouveau concept de croisière dite authentique, un armateur suédois. Son nom Michael Craft. Il a construit cet immense voilier d'après les plans d'un clipper allemand construit en 1902, le Preußen. Depuis sa tendre enfance, Michael Craft a toujours été fasciné par la vie de ces marins au long cours, ces équipages téméraires franchissant au XIXe siècle le Cap Horn et le Cap de Bonne-Espérance contre vents et marées. Depuis que j'étais très petit, j'avais toujours un très grand intérêt pour les gros navires en voile. Mon oncle, il était le dernier commandant suédois pour un navire, un 4 mâts commercial qui s'appelait Albatros. Et j'ai toujours eu ce grand intérêt pour des voiliers comme ça. Et évidemment, ça m'a pris énormément de le reconstruire d'une façon nostalgique. Aujourd'hui sur le Royal Clipper, point de roulis ou de tangage. Mais juste ce qu'il faut d'activité physique pour éliminer les excès de la veille.
Il faut dire qu'à bord, les tentations sont grandes. Les repas sont gargantuesques. Une armée de serveurs, de cuistots et de sommeliers est aux petits soins pour que le moindre de vos désirs soit désordre. Ils sont ainsi une centaine de membres d'équipage, de la femme de chambre aux mécaniciens, en passant par les masseuses et les professeurs de sport. À 3 000 € la croisière, les passagers ont l'impression de vivre un voyage plein de sensations. Nous nous faufilons derrière les portes interdites aux passagers avec Joséphine, histoire de jeter un coup d'œil côté équipage. Et voici ma cabine que je partage avec la responsable du spa et l'infirmière. C'est pas immense, mais heureusement, nous avons des emplois du temps très différents. Alors ça va. La plupart du temps, nous n'avons pas à nous battre pour l'espace ou pour prendre notre douche. C'est difficile de filmer l'univers de l'équipage. Il faut comprendre que nous vivons sur ce bateau. Et quand nous sommes côté passagers, il faut faire très attention à notre manière de nous comporter. Il faut juste obéir aux règles du bord, c'est tout. De ce côté-ci, lorsqu'on est à la cantine, c'est notre temps libre. C'est un peu comme vous, lorsque vous rentrez chez vous, vous retrouvez votre famille. Eh bien nous, lorsqu'on rentre à la maison, c'est pour retrouver notre cabine ou la cantine de l'équipage. Alors évidemment, lorsqu'un étranger entre ici, tout le monde se demande ce qui se passe. Est-ce qu'il faut qu'on aille se mettre en uniforme ou des trucs comme ça? Plus vraiment le temps de discuter, car le capitaine Sergueï sonne le rappel. Il est presque 6 heures. Et toujours cette éternelle musique. Avant la montée des voiles, certains passagers s'offrent une dernière émotion à plus de 20 mètres au-dessus de la mer. Excellent. C'est magnifique. Parfait. C'est assez impressionnant. Oh mon Dieu, on peut voir à des kilomètres. Je crois que c'est une publicité pour une voiture qui dit « Si seulement mes amis pouvaient me voir ». Le Royal Clipper a mis le cap sur la Sicile, où un avis de coup de vent est en cours. Mais point d'inquiétude, il se dit parmi les passagers qu'un descendant de Christophe Colomb est à la barre. C'est sur cette image de carte postale que nous mettons le cap sur l'archipel paradisiaque des Maldives pour une croisière toujours plus luxueuse. Parmi les propriétaires de grands yachts, il y a ceux qui sont nés une cuillère d'argent dans la bouche et les autres. Il y a 50 ans, cet homme était au volant d'une moissonneuse-batteuse. Aujourd'hui, après avoir fait fortune à Londres dans la pâtisserie, Andrea Liveras est à la tête d'un empire flottant. Il possède les yachts les plus chers du monde, des navires qu'il loue à la semaine pour $1 million sans les petits détails. Alizia, son bateau, a jeté l'ancre aux Maldives. Une fois à bord, c'est presque un rituel. Andrea adore rappeler à ses invités qu'avant de faire construire l'un des yachts les plus chers du monde, il n'était qu'un simple paysan grec chypriote.
Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, mais de l'eau de mer. Tous les Grecs aiment la mer et les bateaux. C'est comme un héritage familial. L'endroit où nous préférons vivre, c'est bien sûr le pont d'un navire. Je possède plein de maisons, plein d'usines, mais les bateaux, c'est vraiment notre fierté. Monsieur Liveras est venu passer quelques jours sur son yacht en compagnie de sa petite fille londonienne, Natasha, qui pour la première fois découvre l'archipel des Maldives. Les plages sont sauvages, couvertes de sable blanc et la mer est absolument étonnante. Je pense que le meilleur moyen de se balader entre toutes ces îles, c'est de le faire sur un yacht. C'est pour ça que c'est une expérience si unique pour moi. Vous imaginez voyager comme ça en bateau entre les îles? Je ne vois rien de mieux au monde. Encore faut-il avoir les moyens. C'est vrai que les gens qui viennent ici sont plutôt riches. Ils n'ont pas tous un grand-père comme moi. Ah ça non, c'est vrai, nous avons vraiment de la chance. Des bulles? Encore des bulles? Toujours des bulles. Voici le vrai luxe d'après Andrea, pour qui la croisière semble bien commencer. Aujourd'hui, Alicia est l'un des yachts les plus chers du monde. Il faut compter plus de 100 000 € la journée si vous voulez profiter de cet écrin très luxueux. Aux allures parfois un peu kitsch. 100 000 € sans compter bien sûr le plein d'essence, la nourriture et les pourboires. Sur ce bateau, on a 18 chambres. Et voici bien sûr la chambre du propriétaire. C'est la chambre qui revient naturellement à celui qui paye la location pour le bateau. Il doit avoir la meilleure chambre. C'est très spacieux et c'est l'endroit le plus avantageux pour profiter de la vue quand on navigue. C'est vraiment la meilleure vue du bateau. Nous n'avons pas vraiment le temps de profiter du panorama et de cette décoration censée plaire aux fortunes de la planète. Nous avons rendez-vous dans les cales du navire pour une surprise. This is the envy of every yacht owner. Voici le rêve de tout propriétaire de yacht qui se respecte. Ils veulent tous un spa comme celui-ci. Ils veulent les bains d'algues, les bains aromatiques, ils veulent la salle de massage, le salon de beauté, les soins de manucure, de pédicure. Je peux vous dire que ce genre d'endroit, personne n'en possède. Il n'y a pas de spa identique sur aucun autre yacht de luxe. Et maintenant, tout le monde me copie. La vie est dure sur Alicia. La migration des grands yachts avait l'habitude de passer par les Caraïbes en hiver. Désormais, et M. Liveras en a décidé ainsi, l'océan Indien et les Maldives sont la destination à la mode. Un endroit idéal pour naviguer en toute tranquillité, loin des banalités tropéziennes ou monégasques. Dans l'immense passerelle d'Alicia, un fidèle du clan Liveras, le capitaine Nikos.
Il n'hésite pas à comparer son système de navigation à celui du Queen Mary. J'ai déjà traversé l'océan Atlantique avec ce bateau, par gros temps, pendant 2 ou 3 jours. Et je peux vous dire qu'avec nos stabilisateurs, nous n'avons eu aucun problème. Les vagues peuvent passer par-dessus bord, le bateau, lui, suit son cap, sans aucune déviation. C'est un pilotage agréable. Vous êtes en train de me dire que ce n'est pas qu'un palace flottant, alors? C'est un très bon bateau. Je ne suis jamais inquiet lorsqu'il faut traverser les océans avec ce navire. Direction la plage, enfin. Ce n'est pas qu'il se sente à l'étroit sur Alicia, mais de temps à autre, Andrea aime faire quelques pas sur la terre ferme. Mon bateau, c'est un peu comme ma femme. Je l'aime de haut en bas. C'est vraiment ma très belle dame. C'est la plus belle femme du monde, à l'intérieur comme à l'extérieur. Contrairement aux apparences, M. Liveras n'est jamais en vacances. Partout où il jette l'ancre, il n'oublie pas ses affaires. Alicia n'est finalement qu'un deuxième bureau pour lui. Les vraies vacances de l'armateur n'auront duré que quelques heures. Il est temps pour lui de se replonger dans ses innombrables contrats de location dont les tarifs sont indécents pour le commun des mortels. Construire un bateau, c'est un peu comme faire pousser une plante. Moi, j'aime regarder une plante pousser et fleurir. Construire un navire, c'est la même chose. On commence par l'acier, on regarde tout cet acier et on se dit ça va devenir un bateau, ça, et on y arrive. Mais à la fin, la décoration, les petits détails qui doivent aller à l'intérieur, on doit penser à tout ce que le client aimerait ou n'aimerait pas. Nous avons des clients musulmans, des clients chrétiens, et nous devons penser et arranger le bateau pour que cela plaise à tout le monde. Pour nous, c'est bientôt la fin de cette croisière business à bord d'Alicia. Andrea Liveras reçoit une dernière fois les clients des palaces alentours. Demain matin, il s'envolera pour la France, où ses architectes l'attendent. D'ici quelques mois, il prévoit la construction de 2 autres bateaux 2 fois plus grands qu'Alicia. Son prochain yacht portera le nom de sa petite fille, Natacha. Cela vaut bien une petite coupe pour la route. Envolons-nous cette fois vers des eaux plus froides. Direction le sud de l'Angleterre, à Southampton exactement. L'équipage du Queen Mary 2 s'apprête à larguer les amarres pour un voyage légendaire. 7 jours de traversée sans escale, 7 jours pour rejoindre le port de New York et la Statue de la Liberté. À la barre de ce monstre d'acier, le capitaine Nick Bates. OK pour le transfert, cap sur le 135. Nick Bates n'est pas peu fier de commander ce navire de 345 mètres de long, 72 mètres de hauteur, soit l'équivalent de 23 étages. Son bateau, le Queen Mary, n'est pas un bateau comme les autres. Sorti des chantiers de l'Atlantique en 2004, il peut filer à plus de 25 nœuds par n'importe quelle condition météo. Parmi les passagers qui ne connaissent pas encore le mal de mer, un jeune écrivain français, Nicolas Destienne d'Orve. C'est son premier embarquement pour le large,
la haute mer. On découvre ce que c'est que le vrai rapport aux éléments. C'est-à-dire que d'habitude, traverser l'Atlantique, c'est 7 heures. C'est un écran dans un avion où on voit un petit avion qui se balade au-dessus de l'Atlantique et qui fait la traversée en 7 heures. Là, on a quoi, 5 jours. On traverse l'Atlantique à 50 km/h à peu près, la vitesse d'un Solex. Donc là, on est vraiment dans les rapports avec les éléments. Et voilà, en fait, c'est la manière la plus naturelle de traverser l'Atlantique. L'avion, c'est antinaturel. Là, on est totalement en contact avec la matière. Donc c'est fascinant. Alors que nous quittons les côtes anglaises, il est temps d'aller voir ce qui se passe dans les entrailles de ce monstre de luxe. Ici, pas de place pour l'ennui. Tout a été pensé pour que le croisiériste se sente un peu comme dans un palace. Le navire compte une dizaine de restaurants, un théâtre, une discothèque, une salle de bal, un cinéma, plusieurs piscines, bref, on ne sait plus où donner de la tête. Dans sa cabine, Nicolas Destienne-Dorve vient de découvrir les traditions du bord. Le soir, ça rigole pas, il faut être en tenue, certains soirs en tenue de ville, certains soirs carrément en tenue de soirée, c'est-à-dire soit smoking, donc cravate noire, smoking, le satin, soit juste costume sombre, tenue plutôt noir et blanc, à l'ancienne quoi, effectivement. C'est comme les gens qui vont à l'opéra le soir, ils se mettent en costume. Ici, on va dîner, on reste 2 heures en tenue de ville, mais on joue le jeu jusqu'au bout. Ça fait partie du protocole et si les gens vont dans un bateau de cunard, j'ai l'impression c'est aussi pour participer à ces simulacres-là, mais qui sont amusants et qui font partie du jeu. Quelques étages plus haut, dans les cabines de standing, Monsieur et Madame Burke se préparent eux aussi. Ce couple d'Australiens, très amoureux, s'est offert la moitié d'un tour du monde sur le Queen Mary. Au menu de ce voyage, le golfe Persique, le canal de Suez, Gibraltar et maintenant l'immense océan Atlantique. Ce soir, ils sont invités par le commandant pour une poignée de main et un sourire, pas plus. Il faut dire que la liste des invités est très longue. Si vous avez de la chance, vous verrez peut-être un Écossais se promener avec un kilt, parce que c'est sa manière traditionnelle de s'habiller, à la place du smoking pour la soirée du commandant. Ce genre de croisière me fait penser aux vieux films noir et blanc où l'on voit Fred Astaire, ou la famille royale partant en croisière, la reine et le prince Philippe très bien habillés. On a vraiment l'impression d'être dans un film des années 50, de ceux du genre avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Vous savez, c'est vraiment une soirée très spéciale. Ah, cette bonne vieille nostalgie des voyages d'antan vers l'Amérique et ses promesses. Des traversées pas forcément très glamour pour tout le monde. Surtout pour les migrants, peu fortunés, entassés dans les cales. Aujourd'hui, les choses n'ont pas vraiment changé. Aux privilégiés, les ponts supérieurs. Et puis pour les autres, l'équipage en l'occurrence, les étages inférieurs pas très loin de la ligne de flottaison. D'ailleurs, il se passe quelque chose en cuisine. Jean-Marie Zimmermann, le chef français du Queen Mary, est un Alsacien d'origine. Aujourd'hui, c'est lui qui invente les menus de tous les restaurants du bord. Alors, ici on entre dans la pâtisserie. Une opération qui travaille 24 heures. Là, on est en plein service. Vous verrez, en ce moment, on a un service de 1000 couverts, OK? Et on a à peu près 5 desserts sur le menu. Et ce soir, il y a du soufflé au Grand Marnier, chaud, OK? Et on va en vendre à peu près 450. Alors, vous avez déjà vu un restaurant qui fait 450 soufflés à la minute? Hein? Allez, on va voir. Regardez ça un peu. Ils sont pas fantastiques, mes soufflés Grand Marnier? Sous les ordres du grand chef, ils sont mauriciens, indonésiens, philippins, chinois. Ils travaillent 7 jours sur 7 pendant plusieurs mois d'affilée pour un salaire plus que modeste. Sans eux, ce genre de croisière n'existerait pas.
Après 5 jours de mer, nous approchons d'un très mauvais souvenir. En passerelle, l'heure est grave. Et en plus, nous sommes le 13 avril. Le commandant Nick Bates est aux aguets. Sur cette carte, voici notre trajet vers New York. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons passer non loin de l'endroit où le Titanic a fait naufrage. C'était le 14 avril 1912, le jour où le navire a rencontré un iceberg. Nous sommes bien sûr un peu plus au sud, mais en réalité, le commandant du Titanic n'a pas eu de chance, parce que son bateau se trouvait bien au sud de la limite des glaces de l'époque. Mais aujourd'hui, avec les instruments de navigation modernes, nous avons de plus amples et plus précises informations sur les champs de glace. Nous n'aurons aucun problème dans cette partie du voyage. Pour beaucoup de gens, c'est un moment chargé d'émotions lorsque nous passons près de l'endroit où le plus célèbre des navires, hormis le Queen Mary, a fait naufrage. Une minute solennelle, à quelques milles seulement du naufrage, et puis la vie reprend son cours à bord, avec le retour du soleil et un océan plus calme. Les côtes américaines approchent. Les passagers profitent de l'accalmie, pendant que l'équipage est aux petits soins. Plus que quelques heures, et nous atteindrons New York. L'excitation se fait sentir. C'est un fantasme absolu. Voilà, l'arrivée à New York, ça c'est des images qu'on a vues dans les films, qu'on a vues dans des livres, que ce soit dans Le Parrain ou dans d'autres choses. Voilà, l'arrivée des immigrants à New York qui passent devant Ellis Island, qui arrivent dans la Statue de la Liberté. C'est des images très très fortes, des images de films, beaucoup plus poétiques et beaucoup plus évocatrices que le simple fait d'un avion qui atterrit sur un aéroport à 3 heures du centre. Enfin, j'exagère, mais 3 heures en comptant les embouteillages. Le dénouement de cette grande traversée est proche. Lentement, nous glissons sur la rivière Hudson. Les lueurs de la presqu'île de Manhattan sont en vue. C'est un instant magique que tous les passagers ont attendu. À 4 heures, le réveil sonne, tout le monde se précipite sous la douche, chacun s'habille bien chaudement parce qu'il fait froid, on se jette sur le pont et là il fait nuit, mais on est quasiment à New York. Tout à coup au loin, les petites lumières qui apparaissent, les cargos de part et d'autre, et là on passe sous le Verrazano Bridge, apparemment le bateau est conçu pour passer exactement sous le pont, à genre 2 mètres près, donc on a l'impression que la cheminée va frotter sous le dessous du pont, et puis paf, on passe quand même, et ça y est, on est à New York. Pour notre couple d'Australiens, c'est aussi la fin d'un long voyage qui restera ancré à jamais dans leurs esprits. Pour nous, c'était vraiment des vacances complètement différentes. Parce que vous êtes ici comme isolés sur ce paquebot. C'est une expérience particulière. Les repas à bord, les cabines, tout a été parfait. En général, on arrive ici par avion. Vous vous dites, tiens, on est passé au-dessus de ça, mais là, il vous suffit de regarder et d'embrasser le paysage. Découvrir le décor en passant tranquillement. C'est une expérience vraiment incroyable.
Je crois qu'il ne faut pas oublier que nous sommes sur le paquebot le plus prestigieux du monde. Pour moi, c'est le point culminant de ma carrière. Le fait d'être autorisé à commander ce superbe bateau. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai mis pour la première fois le pied sur le navire. Ma poitrine avait pris 30 cm de plus tellement j'étais fier. Fier d'être à bord, de me promener, de parler avec les passagers et les membres d'équipage. Très important l'équipage. Nous ne devons jamais oublier qu'il joue un rôle vital pour la bonne marche du navire. Pour les passagers, c'est donc un voyage à la fois mythique et très romantique qui s'achève. Pour les équipages, le temps est compté, car dans quelques heures seulement, le Queen Mary 2 repartira à l'assaut de l'Atlantique. Quant à nous, c'est l'océan Pacifique qui nous attend pour notre dernière croisière, la plus exceptionnelle. Dans quelques minutes, nous allons embarquer à bord de ce monstre de technologie. Le Faucon Maltais est un navire de science-fiction. Après des mois d'attente, nous sommes enfin invités à bord. C'est le capitaine lui-même qui nous attend. Salut, comment ça va? Alors, vous êtes prêts à découvrir le Faucon Maltais? Très bien, très bien. Bienvenue à bord. Cela fait 10 ans que Chris Gartner travaille pour Tom Perkins, propriétaire du Faucon Maltais et fondateur entre autres d'une très grosse entreprise informatique dans les années 70. Quand on le voit pour la première fois, on se demande vraiment si c'est un bateau ou une sorte de soucoupe volante, un ovni. Est-ce que cette chose est de notre monde? C'est un navire si différent des autres. Il est à la pointe de la technologie. Les gens ne savent pas trop quoi dire en fait. Ils ne peuvent que le regarder et en général, ils ne croient pas ce qu'ils voient. Bienvenue à bord du Faucon Maltais. Attention à la marche. Voici Tommy, notre officier en second. Il va vous montrer comment on navigue. Larim, notre Français du bord. C'est le Bosco. Il connaît très bien ce bateau, ça fait longtemps qu'il est avec nous. Et il travaille pour notre patron depuis combien de temps? 8 ans. Et en plus, il parle très bien l'anglais. So there we go. Ici, vous avez le pont principal du voilier. C'est ici que les invités se reposent. L'équipage ne vient jamais ici. C'est un endroit très intéressant parce que vous voyez ces 4 vitres-là. Elles s'ouvrent complètement. Et ce mur de vitres disparaît. Et derrière, nous servons le thé, et puis là vous avez la table pour le dîner. Et encore derrière, ce sont les jouets du bord, jet ski, petites vedettes, etc. Écourtons la visite un instant car il n'y a plus une minute à perdre. Nous sommes impatients de hisser les voiles. Timmy, Chris, you are a total butthead. Simply push. C'est parti, j'appuie sur le bouton. La mâture du Faucon Maltais est immense. Elle domine une coque de 85 mètres de long.
Telle une jonque chinoise futuriste, le Faucon maltais prend la direction de la passe de Bora Bora pour une courte sortie en mer. La moindre brise qui s'engouffre dans les voiles suffit à propulser ce navire estimé à plus de 100 millions de dollars. Sur le pont du Trois-Mâts, il n'y a pas âme qui vive. En fait, tout se passe dans la passerelle. Yeah, windsurfing, I'm going to take my kite out, body drag across the bay. Okay. Yeah, we can. À la barre, le capitaine Chris Gartner, peu avare de compliments sur son voilier. C'est le seul système de ce genre dans le monde. L'idée originale revient à Tom Perkins, qui l'a griffonné sur un morceau de papier. L'idée de ce système de voilure, c'est que n'importe qui pourrait apprendre à faire marcher ce bateau en 15 minutes. Parce que c'est très facile. Tout est très visuel, et il n'y a pas tant de boutons et de manettes que cela. Si quelqu'un vient ici en 15 minutes, il pourra faire naviguer ce bateau. Tout semble si simple. Et pourtant, malgré le côté révolutionnaire d'un tel gréement, à chaque virement de bord, Chris et son équipage sont sur leur garde. Nous devons toujours nous rappeler que nos mâts n'ont pas de haubans. Cela veut dire qu'il n'y a pas de câble pour les maintenir. Alors il faut sans cesse vérifier la manière dont le vent appuie sur les mâts. Savoir s'il faut rentrer les voiles ou faire tourner les mâts pour diminuer la force du vent. Nous devons toujours être au courant de ce que le vent nous prépare. Il faut faire très attention à ne pas faire pencher nos mâts trop loin. Après une leçon de navigation, il est grand temps d'aller visiter les entrailles du Faucon maltais, avec l'hôtesse du bord, Stella. Voici le salon principal. C'est ici que les invités regardent la télé, s'assoient autour du bar pour un cocktail. C'est dans cette pièce qu'ils se reposent. Le propriétaire des lieux n'est visible que sur un écran. Tom Perkins, l'une des plus grandes fortunes américaines, semble passionné par la plongée, les œuvres d'art en tout genre et les romans. Et là, ce sont les 2 livres de Tom. Un livre à propos de sa vie et l'autre s'intitule « Le sexe et le milliardaire célibataire ». C'est une histoire qui lui est arrivée. Un jour, il a reçu une lettre d'une émission de télé et le producteur voulait qu'il soit la célébrité du spectacle. Il devait sortir avec des femmes et ensuite il devait en choisir une pour l'épouser. Quelque chose comme ça. Mais je vous rassure, ce n'est pas du tout le style de Tom. Alors, il a refusé ce programme, mais il a écrit un livre dessus. C'est très facile à lire.
Juste là, nous avons le faucon, inspiré par l'oiseau noir du célèbre roman de 1959. Le faucon maltais. Vous avez enfin la salle à manger, avec deux gadgets assez géniaux. On a la cave à vin, qui n'est juste qu'une petite sélection de nos vins à bord. Nous avons d'excellents vins de Bordeaux, de Bourgogne, des vins italiens comme le Solaia et le vin préféré de Tom, un excellent vin de Pauillac. Et un autre gadget très James Bond. C'est un puits de lumière qui s'ouvre au-dessus de la table. J'ai juste à appuyer sur un bouton. Après 3 heures de navigation en pleine mer, après des découvertes plus hallucinantes les unes que les autres, nous entrons à nouveau dans l'atoll de Bora Bora en surfant sur la houle. Il est l'heure maintenant de ferler les voiles. C'est ce que je vais faire tout de suite, en sélectionnant chacune des voiles. Maintenant, j'appuie sur le bouton Start et c'est parti. Vous allez voir que la voilure commence à se refermer. Vous pouvez le voir en orange. Et c'est exactement ce qui se passe sur les mâts à l'extérieur. Cela prend 1 minute et 10 secondes pour que chaque voile se replie à l'intérieur des mâts. Tout le monde aimerait monter à bord du Faucon Maltais. Tout le monde veut le voir, connaître quelque chose de ce voilier. Où que nous allions, quel que soit le port où nous entrons, les gens nous disent que c'est le bateau le plus incroyable, le plus beau, le plus intéressant qu'ils n'aient jamais vu. Et puis, il y en a certains qui n'aiment pas parce qu'ils sont trop attachés à la tradition. En tout cas, tout le monde est très impressionné. C'est vraiment une belle machine. Ok, tout le monde. Merci beaucoup pour cette sortie. À la vôtre. À la vôtre, Thalassa, à la télévision française. Et au Faucon Maltais et son équipage. Et santé, comme vous dites si bien, vous les Français. Après avoir enfin levé le voile sur une partie de ses secrets, nous quittons le Faucon Maltais. Vous faites désormais partie de ceux qui savent, ceux qui se cachent sous ces grandes ailes. D'ici quelques jours, l'équipage du Faucon Maltais rejoindra une destination secrète, un lieu connu uniquement du capitaine et de son propriétaire américain.